Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, partager aux plus jeunes qui souhaitent se développer, mais c'est aussi profiter de milliers d'événements. Adhérer, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages, de formation, dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors, êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, rendez-vous sur le site ffvélo.fr et rejoignez la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Eh bien, la 6e édition du festival Tous en Selle débute le 11 novembre. Pour ça, pour réserver votre place, je vous invite à vous connecter sur le site tousencelle.eu et il y aura probablement une date proche de chez vous puisque une 50aine de dates en France mais aussi en Europe sont disponibles. Pour cela, allez sur le site tousencelle.eu. Et puis que ce soit à Paris, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Lille ou Lyon, il y aura probablement une date pour vous. Pour ma part, je serai au Grand Rex à Paris le 28 novembre. Avec nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un acteur essentiel, souvent invisible, des organisations cyclistes, les bénévoles qui font tourner les événements cyclistes et sans qui rien ne serait possible. Pour m'accompagner justement à travers cet épisode, Camille. Salut Camille. Salut Arnaud. Est-ce que tu as passé un bel été? Un très bel été. Il fait beau, il fait presque chaud chez moi, donc non, tout va bien. Alors beaucoup t'ont suivi à travers SO Cross France, hein, et les conseils, en tout cas les coulisses que tu nous as fait partager, ce que tu as bien récupéré de cette épreuve. Ouais, mieux que certains coureurs, je pense. J'ai moins tapé dans les réserves. Mais voilà, enfin, on en a parlé avant de commencer à enregistrer. C'est vrai que je pense qu'en tout cas, de toutes les éditions que moi j'ai pu vivre, soit en tant que coureuse, soit en tant que présentatrice, c'était la plus exceptionnelle. Je pense qu'on arrive à un niveau qui est complètement dingue. Et c'est aussi très, 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 très cool de voir de plus en plus de filles sur la scène, de voir... et beaucoup de jeunesse. Enfin, moi maintenant, je suis loin de ma jeunesse, mais c'est vrai que de voir plein de filles arriver et qui se lancent direct sur du 1000... sur du 2005, enfin moi je trouve ça fou et je pense que la nouvelle génération d'ultracyclistes qui arrive, elle va être complètement dingue. Avec 2 filles dans le top 5. Absolument, sur le 1000. Ouais, exact. Et un événement, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui ne serait pas possible sans les bénévoles. Alors, qui sont-ils? On va en parler. Qu'est-ce qui motive les bénévoles à donner de leur temps sans contrepartie financière? Comment est-ce que c'est organisé? Comment les accompagner? Comment surmonter les difficultés qu'on peut rencontrer? Quel impact sur la communauté cycliste? On va évoquer tous ces sujets-là avec Camille, mais qu'est-ce qu'on peut dire en introduction, Camille, sur les bénévoles, le mot bénévolat? Alors, dis-moi, c'est plutôt toi qui as fait latin LV1, non? D'où ça vient? C'est vrai que j'aimais beaucoup l'école, donc je suis souvent resté sur ces années, tu sais, où il y avait du latin. Donc, qu'est-ce que je peux te dire sur le mot bénévole? Effectivement, il vient du latin benevolentia, voilà, ou volentia, je ne sais pas comment on le prononce en tout cas, qui veut dire bonne volonté. Et effectivement, au fil du temps, ce mot et surtout cette mission a évolué, puisque le sport s'est structuré, les organisations, les associations, loi 1900 également, ont été de plus en plus nombreuses. Et l'idée de bénévolat a pris de l'ampleur au fur et à mesure des siècles. Et aujourd'hui, le mot bénévole désigne une personne, alors je reprends la définition, qui choisit librement de donner de son temps, de ses compétences, sans rémunération, pour soutenir une cause, un projet ou une organisation, et est un élément, on vous l'a dit en introduction, incontournable. On voit d'ailleurs beaucoup d'événements cyclistes, mais aussi d'autres sports, qui parfois sont obligés en dernière minute d'annuler pour manque de bénévoles. Donc en tant qu'organisateur, je peux comprendre la douleur de faire cette annonce, mais c'est une réalité. Et donc c'est le mot bénévole, le bénévolat est donc un terme qui reflète à la fois une histoire de solidarité et un engagement altruiste profondément ancré dans ses valeurs sociales, humanitaires, de nombreuses sociétés à travers le monde. Voilà la définition et l'histoire que je peux te faire sur le mot bénévolat. Et tu vois, quand tu me racontes tout ça, moi je suis en train de penser à mes expériences en tant que coureuse, que ce soit là en tant que cycliste ou en tant que coureuse à pied ou sur des triathlons. On n'a pas forcément toujours conscience que ces événements, ils existent grandement grâce aux bénévoles, que les gens qui vous donnent un gobelet au ravito, c'est des bénévoles, que les gens, même quand vous allez au retrait des dossards, c'est également des bénévoles. Enfin, en fait, l'orga, c'est une toute petite partie, la véritable organisation qui fait l'événement par rapport au nombre de bénévoles qui sont là. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, en tant qu'organisateur d'événements, quels sont les grands piliers du bénévolat, quels sont les différents postes, les différentes missions, comment ça fonctionne et par exemple
sur un événement comme Race Across France? L'équipe d'orga, c'est combien de personnes versus combien de bénévoles? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, effectivement. Mais vous êtes combien? Alors déjà, beaucoup sont surpris qu'on soit aussi peu. Une fois que tu ouvres la porte de qui il y a derrière l'organisation, on n'est pas nombreux, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais effectivement, que ce soit Race Across Series, mais je pense aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'organisateur, on a beaucoup de contacts avec d'autres grandes organisations pour justement savoir, notamment sur les bénévoles, comment est-ce qu'ils sont organisés. Puisque quand tu organises comme ça, l'année prochaine, en 2026, 8 événements dans 6 pays et 2 continents, il faut que tu aies une base de données de bénévolat que tu fais évoluer au fur et à mesure des années. Donc, ce qui veut dire que quand tu dois avoir des bénévoles sur ton événement pour le faire vivre, il faut les recruter. Donc, comment tu recrutes un bénévole? Par quelle voie? Est-ce qu'il existe des associations? Donc oui, il existe des associations aujourd'hui de bénévolat en France, il y en a plusieurs. Mais comment tu les recrutes? Comment tu les intègres? Comment tu les formes? Comment tu les motives? Comment tu les fédères? Donc voilà, ça c'est déjà les 5 grands piliers de nous sur quoi on travaille, mais je sais qu'aussi notamment l'UTMB, Ironman, donc c'est 2 organismes avec qui on est en contact, nous, Race Across Series, pour justement discuter de ce sujet de bénévolat. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, sans bénévoles, toutes les organisations dont je viens de vous parler n'existeraient pas. L'UTMB, c'est 2400 bénévoles à Chamonix la semaine de l'UTMB. Ironman Nice, c'est 2000 bénévoles. Donc sans ces bénévoles, les organisations, aussi grandes qu'elles soient, n'existeraient pas. Donc il faut bien les recruter. Il faut aussi parler de la sécurité, on va en parler. Il faut parler aussi des assurances, on va en parler. Ces gens-là doivent être assurés. Donc voilà, les bénévoles aujourd'hui, ce sont des piliers parce qu'ils sont présents, comme tu l'as dit, dès l'arrivée sur site jusqu'à votre départ. Encore un exemple très précis de notre organisation. Nous, on est 3 semaines après Race Across France. C'est encore des bénévoles qui gèrent les drop bags que les participants ne sont pas venus chercher. Et qui doivent renvoyer. Et qu'on doit renvoyer, tu vois. Parce que les drop bags, alors les drop bags, j'explique aux personnes qui ne savent pas ce qu'est un drop bag dans notre organisation, ce sont des sacs qui sont que les participants préparent, nous donnent et sont déposés sur des bases de vie très précises le long de la route où ils peuvent les récupérer. Donc il y a du textile, il peut y avoir un peu de mécanique dedans, des chambres à air, de ce genre de choses, ou de l'alimentation, sa barre préférée, son gel préféré. Et nous, on n'ouvre pas les sacs, donc, parce qu'il y a un numéro, on sait à qui il est, mais on ne l'ouvre pas. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais toujours est-il que 3 semaines, 1 mois après, les sacs sont toujours là et ce sont des bénévoles qui gèrent le renvoi sans surplus. Je précise que c'est uniquement en cas d'abandon. Sinon, normalement, dans un bon fonctionnement, on doit le récupérer, soit une base de vie, soit à la fin de la course. Donc voilà, je dirais que le premier sujet, c'est que le rôle des bénévoles, ce sont des piliers. Après, on peut descendre dans les missions derrière. Les missions, ça peut être effectivement préparer l'événement. C'est-à-dire qu'une semaine, 15 jours avant l'événement, certains bénévoles sont déjà à l'œuvre pour préparer les dossards, préparer les différents espaces, en fait. La restauration, monter le village, démonter le village, qu'est-ce qu'il nous faut. Enfin, de préparer, en fait, chaque rack pour que, quand le jour de l'événement, tu n'aies pas ce stress-là de dire il faut que je prépare les enveloppes d'ossard ou les sacs d'ossard. Tout est prêt, tout est étiqueté. Donc ça nécessite une préparation. Et ça, les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre plusieurs jours avant l'événement. Donc voilà, ça va de le poste de gestion opérationnelle, notamment le PC sécurité, qui, notamment sur les TMB, certes, il y a un prestataire qui gère ça, mais qui s'appuie sur des bénévoles, parce qu'il tout seul, il ne peut rien faire. On a également la partie restauration, très très importante. Même si tu as également un prestataire qui gère la partie restauration, il faut des bénévoles pour déployer tout le système. Donc voilà, ça va au montage, au démontage, à l'animation, au nettoyage, des tâches qui sont parfois ingrates. Donc voilà, le bénévole aujourd'hui sur un événement sportif est présent sur toute la chaîne que doit gérer l'organisation, mais qui s'appuie sur des bénévoles. Alors on entend beaucoup parfois certaines organisations, heureusement que les bénévoles sont là, c'est gratuit. Alors vous le verrez qu'après cet épisode, certes on a besoin de bénévoles, certes ces bénévoles ne sont pas rémunérés, mais pour l'organisation, un bénévole, le coût n'est pas zéro. Tout à fait. Et d'autant plus alors ça dépend des événements et des organisations, mais moi pour vivre les coulisses de Race Across France depuis 2 ans, j'étais quand même je ne savais pas. Donc j'ai découvert qu'il y avait une équipe de bénévoles volants qui sont là du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait, mais c'est
Enfin, c'est 15 jours sur la route à bosser, enfin, pas 24 sur 24, mais pas Attention à loin. ce que tu dis, attention à ce qu'on dit. Hein. Mais c'est un gros à engagement. bosser énormément, c'est un engagement au-delà de... Enfin, c'est plus que du temps, là. C'est vraiment un engagement humain auprès d'une organisation qui est immense. Et en plus de cette équipe volante, il y a bien sûr dans chaque base de vie, localement, des bénévoles qui viennent aider. Donc, c'est vrai que ça fait au final une énorme équipe qui est là au service des coureurs, quoi. Et je sais pas si tous les coureurs et coureuses en ont toujours conscience. Je sais que toi, tu sensibilises beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends la parole en briefing avant le départ ou à l'arrivée, je demande à ce qu'on ovationne et à ce qu'on remercie les bénévoles. Parce qu'effectivement, c'est mon rôle aussi en tant qu'organisateur de mettre ces gens-là en avant, parce que sans ces gens-là, les participants n'auraient pas vécu la même expérience. Et notre événement, mais comme beaucoup d'autres événements sportifs, sans bénévoles, ça n'existe pas. Donc c'est normal, logique, que l'organisateur mette en avant les personnes qui lui ont permis de livrer un tel événement. Mais par rapport à ta question, ça m'amène sur le deuxième sujet, qui est la motivation et l'engagement. Et on pourrait se dire, mais pourquoi les bénévoles viennent, en fait? Parce qu'effectivement, comme j'ai dit en introduction, ils donnent du temps sans contrepartie financière, peuvent partir et venir quand ils le souhaitent. En tout cas, moi, les bénévoles que je côtoie, la motivation qu'ils ont, parce que comme tu l'as dit, certains sont présents avec nous sur toute la France. D'ailleurs, certains m'ont donné un surnom, le Manzanini World Tour, parce qu'effectivement, je leur fais visiter l'Espagne, parce que quand on organise un événement, on traverse l'Espagne, on traverse la Suisse, on traverse la Belgique. Donc, je pense que la quinzaine de bénévoles, en tout cas, qui constituent notre noyau dur de bénévoles sur nos événements, qu'est-ce qui les motive à venir? C'est la première chose, c'est le contact avec les coureurs. C'est-à-dire de pouvoir les suivre, de les voir au départ, de les voir sur une base de vie, de les voir à l'arrivée, de se serrer dans les bras pour les féliciter, ou alors d'écouter ce qui leur est arrivé. Voilà, ça s'est mal passé, ils sont en pleurs parce qu'ils sont abandonnés. Donc le rôle du bénévole, et ce qui les motive, c'est cet échange avec les participants, c'est de trouver parfois les motivations pour les faire repartir, et de pouvoir partager des belles histoires à l'arrivée. C'est vraiment une motivation première, c'est le contact humain et de se créer des histoires. Après, certaines sont belles, d'autres sont un peu moins belles, mais en tout cas, on se crée des histoires. Ensuite, je pense qu'il y a une motivation qui est découvrir notre beau pays, mais aussi l'Europe pour notre organisation. Mais je pense qu'il y a aussi ça. Après, je pense à des événements comme l'UTMB. Les UTMB, c'est la nature, c'est la connexion avec la nature. Et qui dit connexion avec la nature, dit parfois, mais ça aussi, on va en parler, c'est qu'il faut s'adapter parfois aux conditions quand tu es en outdoor, qui ne sont pas un grand soleil, une température agréable. Soit c'est une grosse canicule, et soit il fait très très mauvais, mais il faut que tu assures ton poste. Donc voilà. Et puis après, c'est de développer aussi des compétences, on va en parler, mais je pense que qu'est-ce qui pousse un bénévole à s'engager et à donner du temps sans compter? Je pense que c'est le contact. Je pense aux gens qui font l'Ironman à Nice. C'est des gens qui sont à Nice, donc ils n'ont pas de découverte, on va dire, de paysage, tu vois. Mais par contre, c'est aider un participant à réaliser son objectif, aider un participant, homme et femme, à se dépasser, à générer de l'émotion. Et je pense que beaucoup de bénévoles sont heureux de voir un participant qu'ils ont vu au départ franchir la ligne d'arrivée. Ouais. En larmes. Je suis d'accord. En larmes. Ouais, et puis on pleure avec lui, tu sais ce que c'est. On pleure avec lui et ça crée des souvenirs pour tout le monde. Donc je pense que c'est ça la motivation première pour un bénévole, c'est le contact humain. Ça me fait penser, en lisant le report de la Race Across France de Jonas, qui expliquait justement que il y avait, en rigolant, mais qu'il y avait quand même une légère appréhension des bases de vie. Parce qu'en fait, on est tellement bien traité, c'est tellement confortable quand t'arrives, tout le monde est tellement sympa, et il y a tellement qu'en fait, il dit que lui, il est obligé de chronométrer, parce que sinon le temps file, et c'est vrai qu'on a envie de rester. Et on voit, certains perdent beaucoup de temps sur ce zone-là, parce que les bénévoles sont tellement contents de voir arriver les coureurs, qu'ils ont envie de discuter, qu'ils ont envie de partager, qu'ils ont envie de dire, vas-y, raconte-moi, il s'est passé quoi. Bien sûr. Il y a cette part procuration aussi, je pense. C'est d'être efficace et de repartir. Donc, on peut perdre beaucoup de temps sur une base de vie. On peut même parfois abandonner sur une base de vie tellement c'est confortable. Voilà. Et certains choisissent d'y passer sans s'y arrêter parce que justement, c'est un piège. Donc oui, moi, je me souviens d'une femme en 2024 sur Belgique, qu'on voit très bien d'ailleurs dans la vidéo de Race Across Belgium l'année passée. C'était la première participation sur nos événements et elle disait, en fait,
à chaque fois qu'on arrive sur une base de vie, c'est comme quand je rentrais en famille, en fait. Ouais. Parce que je suis hyper bien accueilli, c'est chaleureux, et les bénévoles sont hyper sensibles à ça, hein, que ce soit sur mon organisation ou sur toutes les autres organisations. N'hésitez pas à connecter, à discuter avec un bénévole, pas juste un merci, mais une discussion, un partage de vos émotions, ça va lui faire grand plaisir. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, toi, c'est vrai que tu as une équipe, ce noyau dur, Oui. qui est avec toi maintenant depuis des années. Moi, il y a des gens que je, Ouais, 2 je ans. vois depuis... J'ai un noyau dur dans notre structure. Alors au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ceux qui nous écoutent et qui connaissent Race Cross Series, la première édition en 2018, c'était 5 bénévoles. Voilà, je te laisse imaginer 2500 km, hein, 5 Oh là bénévoles. là. 5 bénévoles, alors on n'avait pas la même organisation, mais toujours est-il que l'histoire a commencé avec 5 bénévoles. Et aujourd'hui, sur une Race Cross France, on a 130 bénévoles pendant 15 jours. Donc oui, ça fait du monde. Ouais. Et selon toi, c'est quoi la clé d'une intégration réussie? Quand tu accueilles des bénévoles dans l'équipe, qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'ils reviennent? Il y a différentes choses. Je pense qu'il y a déjà la dotation. C'est important aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations ont une dotation et la dotation évolue au fur et à mesure, enfin, en fonction du temps que tu consacres. Quelqu'un qui va consacrer 1 heure, une demi-journée, une journée aura une dotation qui ne sera pas la même que la personne qui reste 5 jours, qui reste 1 semaine ou 15 jours. Donc la dotation est évolutive en fonction du temps que tu y consacres. Quelqu'un qui va être présent sur l'événement 15 jours, bah, il n'aura pas qu'un t-shirt, tu l'imagines bien. Bien sûr. Surtout quand tu fais des événements dans le sud de la France en plein été. Voilà, donc il y a cette dotation qui est annoncée, qui est communiquée. Voilà. Ensuite, on insiste beaucoup sur l'engagement. Parce que certes, c'est du temps qui est donné, mais tu le sais, hein, sur nos événements qui sont 24-24 non-stop pendant entre 5 et 15 jours, ça peut être difficile. Donc on a des bénévoles qui reviennent parce que ils se challengent, ils finissent fatigués, mais par contre ils ont vécu des trucs incroyables, et d'autres qui se disent non, en fait, moi c'est pas ce que je suis venu chercher, c'est beaucoup trop, et ça on peut le comprendre. Donc une fois qu'on a expliqué tout ça, je sais pas si on peut dire intégré, mais en tout cas ce qu'il faut se dire, c'est que le fonctionnement est comme une entreprise, comme un recrutement d'un salarié ou enfin, moi, je vois le truc de la même manière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Voilà. Donc, on l'intègre, on le recrute, on lui explique ce qui va se passer, on lui explique les différentes missions. Donc, ça va moi, je sais que j'ai un process, par exemple, pour l'arrivée. C'est-à-dire, quelqu'un qui va gérer l'arrivée, eh bien, j'ai écrit dans un process comment on doit remettre le trophée, comment on doit remettre le t-shirt. Parce que quelqu'un qui fait 2500 km, tu peux pas lui dire, tiens, ton t-shirt, tiens, ta médaille. Ouais. Non. On lui présente le trophée qui, je le précise, est personnalisé avec son nom, qui fait encore un effet waouh alors que c'est la 8e édition. Donc, certains vont me prendre pour un fou, mais j'ai écrit un process de comment on présente le trophée et comment on présente le maillot pour qu'on considère la personne qui a fait 2500 km ou 300 km. Parce que c'est un défi, hein, oui, chacun son propre défi. Mais donc, on explique les différentes missions et les process sont écrits de je suis aux arrivées, qu'est-ce que je dois faire? Les gens qui arrivent, déjà, on les laisse arriver, on les laisse prendre du recul et comprendre ce qu'ils viennent de réaliser. Certains connectent avec leur famille. Ensuite, on remet le trophée et le t-shirt. Ensuite, on va faire la photo. Donc, comment on fait la photo? Ça aussi, on a expliqué comment on fait la photo. Parce que là, j'ai une pensée pour Guillaume, qui, les années passées, passait 2 jours à retraiter le cadrage de la photo. Donc, maintenant, on a un process sur comment on prend une photo et comment on cadre pour, derrière, gagner 2 jours de temps. Donc, voilà, c'est ça, c'est expliquer les missions, détailler les missions. Quand les gens sont sur place, on peut bien évidemment financer, en fonction des compétences aussi des personnes, une compétence qui va être importante pour nous. On va financer le transport pour venir sur l'événement et retourner chez lui. Donc il y a l'équipement, le déplacement. Nous, les personnes qui viennent et qui restent plusieurs jours, on les loge, on les nourrit. Donc il y a la restauration qui est prise en compte. Et puis, quelque chose qui est important, c'est qu'on fait toujours un débrief après. Donc, il y a un meeting qui est fait avant, il y a un débrief qui est fait après pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et ça, je pense que toutes les organisations, logiquement, le font. Et puis, ce qu'on fait beaucoup, et là, on s'est inspiré de l'Ironman, on s'est inspiré du TMB. Donc là aussi, on n'est pas les seuls, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres petites organisations qui le font. On fait un week-end bénévole. Okay. C'est-à-dire, durant l'hiver, on fait 2 à 3 jours. Une année, c'était à Lyon, une année, c'était à Mandelieu. Et on réunit toutes les personnes qui peuvent venir. Et là, on prend en charge, non pas le transport pour venir, parce que là, c'est libre à tout le monde, c'est pas un événement, mais par contre, on prend en compte
tout l'hébergement et la restauration et les animations. Et donc, on fait des petits ateliers. Il y a un petit côté fun aussi. On fait quelques petits cadeaux, quelques petites surprises. On va nommer un bénévole avec un surnom un peu sympa. Enfin, bref, le but, c'est de passer un bon moment. Et là aussi, on présente le programme de l'année et on leur demande qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à l'année passée. Bref, on essaie de développer nos compétences. Donc, je pense que c'est ça pour la clé de l'intégration, c'est considérer son bénévole comme une personne hyper importante dans la structure. Ouais. C'est marrant, tu vois, je repense au truc du process de l'arrivée et je me rappelle, moi, sur les premières RAF où j'ai participé, c'était toi qui faisais les arrivées. Oui, Tu te débrouillais pour pendant faire toute l'année, les départs et les arrivées de toutes les distances. Et moi, je me rappelle que ouais, j'avais trouvé ça, à l'époque, j'avais trouvé ça fou parce que tu prenais, non seulement tu faisais l'arrivée, tu donnais le trophée, tu donnais le t-shirt, mais tu prenais le temps de débriefer avec chaque important. candidat de sa course. Et ouais, moi, j'avais trouvé ça ultra important. Et tu vois, ce truc-là, je pense que tu as en toi. Je trouve ça super de le transmettre aux bénévoles parce que c'est vrai que quand tu arrives, tu as aussi besoin de parler. Puis nous, on le voit sur la RAF. Des fois, on tombe sur quelqu'un qui ça fait 200 bornes qui roule, il a parlé à... Ouais, moi aussi. Ça, tu vois, ça nous génère des émotions. Mais parce que je repense à des personnes, en fait. Ouais. Je repense à des personnes. Et encore, là, cet été, on avait Gralps qui a été fait. Et le deuxième qui est arrivé, il était 2h30 du matin. Eh ben, il a été surpris qu'il y ait quelqu'un. Ouais. Et je lui dis, mais comment tu peux imaginer faire une organisation sportive et qu'il n'y ait personne à l'arrivée à 2h30 du matin? Eh ben, il était encore surpris. Et encore tous les ans, on a des personnes qui sont surpris que quand ils arrivent en pleine nuit, il y ait du monde. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est ce que j'essaie de transmettre à mon organisation. Et écoute, les retours qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un esprit famille sur les race cross. Là aussi, on parle des race cross parce que j'en suis l'organisateur, mais je pense que c'est, en tout cas, l'ambiance qu'il y a dans les équipes de volontaires doit probablement être aussi à l'image de la direction, tu vois, pas forcément que moi, parce que je suis pas tout seul aujourd'hui dans le projet, hein. Il y a des gens qui m'accompagnent pour livrer tout ça, et ça crée une ambiance. Et si demain, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est une question que l'on se pose aujourd'hui, on est challengé par les bénévoles, tu le sais, certaines organisations arrêtent leurs événements parce qu'ils ont pas assez de bénévoles. Donc, qu'est-ce que tu fais? Certaines organisations ont pris le parti de le faire, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis, une journée chez nous, c'est 25 €, 50 €. La présence, c'est tant la journée. C'est plus du bénévolat pour moi. Non. Mais tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans la définition, donne gracieusement du temps. Ça veut dire qu'à compter du moment où tu dis à un bénévole, venez sur mon organisation et c'est tant la journée, t'es plus du bénévolat. Je suis d'accord. Et là, je pense que si on va faire ça, on va perdre. Parce que les gens vont venir, non pas parce qu'ils ont envie de vivre des choses, mais ils vont venir parce que c'est tant d'euros la journée. Et là, je pense qu'on perd le truc. Donc, je lutte contre ça. Et je me bats aujourd'hui. Je vais d'ailleurs mettre en place une organisation l'année prochaine pour qu'on ait un recrutement beaucoup plus volumineux de bénévoles. Parce que c'est compliqué. Mais je sais que certaines organisations n'ont pas le choix s'ils veulent que leurs événements existent, effectivement. Après, il y a toujours un sujet, je fais une petite aparté là-dessus, mais parce que j'ai eu un débat sur les bénévoles de l'UTMB qui revendent sur Vinted leur merch après. Écoute, on m'a envoyé, il y a 3 semaines de ça, on m'a envoyé une personne qui était au PGO et sa fille lui a envoyé le lien en disant « Mais regarde, nos casquettes sont à revendre. » Ok. Nos t-shirts sont à revendre. Oui, effectivement, j'ai vu ça. Moi, en tout cas, dans le cas de l'UTMB, qui est une énorme organisation qui génère des millions. Avec une dotation extraordinaire. Voilà, ça ne m'a pas choquée. Je me suis dit, la personne est venue, elle a fait son taf, elle a sa dotation. Si elle décide, et puis peut-être qu'elle a besoin de 20 balles pour aller faire des courses, en fait. Hein. Moi, je me dis, si tu as envie de le revendre sur Vinted, vas-y, quoi. Enfin, moi j'ai pas vraiment de problème. Je me dis, une fois donné, c'est donné. De toute façon, après, les gens font bien ce qu'ils veulent. Non, moi là-dessus, voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Mais là aussi, tu parles de la dotation. Je pense que le rôle des partenaires est très important. Parce que moi, je connais le chiffre d'affaires consacré à la dotation pour l'UTMB. Je ne donnerai pas, c'est pas le sujet. Mais il y a beaucoup de chiffres. Ouais. Voilà, ça se compte pas sur une seule main. Tu vois, le budget pour... c'est en kilos euros. Ouais. C'est beaucoup. Donc là aussi, le partenaire a un rôle à jouer dans la dotation volontaire. Et c'est ce qu'on essaie, nous, de discuter avec nos partenaires. Quand ils veulent s'engager avec nous, on leur dit, OK, il y a les volontaires. Donc, il y a une prise en charge de t-shirt, une prise en charge de gapettes, il y a une prise en charge de vestes. Tu vois, cette année, on a fait des vestes
On a fait des survestes l'hiver, parce que quand tu tiens une base de vie à 3 heures du matin en Belgique ou même en Espagne où il fait très très froid la nuit, bah, il faut que le volontaire soit bien équipé. Donc on a été sur cette dotation d'été mais aussi d'hiver. Et le rôle du partenaire est très important dans la dotation. Donc parfois la dotation, bah, elle est magnifique. Bah, c'est en partie grâce à l'organisation, mais aussi grâce au partenaire. Ouais. Donc le partenaire a un vrai rôle à jouer à travers les volontaires. Ok. Et on parlait de conditions extrêmes là. Je switch un peu de sujet. Mais du coup, est-ce que tu as des anecdotes ou des trucs? Parce que être bénévole, on peut avoir cette image de ouais, c'est cool, on est au retrait des dossards, on est tranquille sur le village et puis après on rentre chez soi. Mais en vrai, être bénévole, c'est aussi des bonnes galères. Est-ce que toi, tu as des exemples de conditions horribles, de trucs extrêmes Ouais, j'ai des exemples. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand un bénévole s'engage, on lui donne une liste de textiles ou d'accessoires à emmener avec lui. Donc, tu as la frontale, tu as le petit gobelet en plastique, et tu as aussi des vêtements d'hiver, de pluie, tu vois, le poncho, des chaussures qui prennent pas l'eau. Moi, je sais que quand je pars, j'ai toujours 2 sacs. Alors, je sais que les bénévoles qui m'écoutent et qui sont généralement mes chauffeurs pendant les différentes race cross qui me déplacent râlent parce que je prends beaucoup de place. Mais par contre, j'ai un sac dédié aux conditions un peu extrêmes, tu vois. Okay. Alors déjà, dans ce sac, j'ai toujours un duvet, un matelas, parce que tu le sais, je dors un peu n'importe où. Et j'ai aussi toujours une écharpe, un bonnet, des gants. Parce que moi maintenant, parce que je suis moins sur la route, mais les premières années, j'ai fait des Mont Ventoux, des nuits blanches au Mont Ventoux, et puis il y a aussi la fatigue qui rentre en compte, où tu dois avoir froid, mais oui, des tempêtes, des démontages de villages sous des tempêtes. J'ai un exemple à donner, c'est Santander cette année, Race Cross Espagne. Santander, on fait le briefing dans ce magnifique monument qu'on appelle la Baleine, à Santander, qui est extraordinairement beau, et on a eu une chance incroyable d'être là. Et pendant qu'il y a le meeting, donc moi tu vois à peu près ma position, j'observe toujours, je suis un peu en retrait, donc je regarde d'un côté le meeting qui est en train de se tenir avec Fergus et les personnes qui sont dans les tribunes, et en fait je vois également l'extérieur parce que je suis proche de l'accès extérieur, et là un énorme coup de vent, et pendant que le meeting est en train de se faire, je vois tous les barnums, tu sais, le process départ qu'on a mis vers l'arrivée, tous les barnums qui sont sur le toit. Donc, un énorme coup de vent. Et là, tu as le briefing qui se tient, un départ dans 1 heure, et tu as les barnums qui sont partis. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni tous les bénévoles qu'on avait avec nous, et ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont été obligés d'amener un van. Ils ont attaché les barnums, donc ils avaient remis sur leurs pieds au van. Donc, les défis, c'est un peu comme organiser un événement, c'est-à-dire toujours s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose que tu n'es pas prévu. Et là, la communication est très, très importante. Nous, on a un canal WhatsApp sur nos événements. Là aussi, je pense que d'autres événements l'ont. Et donc, de bien communiquer. Moi, je sais que tous les jours, tous les matins, et tu l'as vu parce que tu es dans ce canal-là, tous les matins, j'envoie un planning. J'essaie de m'y tenir, mais dans les process, c'est ça. J'envoie un planning avec photo, bien évidemment, du planning de la journée, mais aussi quelles sont les missions de chacun. Voilà. Et c'est là, je trouve, où il y a la limite dans le rôle du bénévole qui ne doit pas avoir de lien de subordination et tout. C'est délicat parce que quand tu fais un événement, tu as toujours un responsable de pôle qui a sous lui des volontaires. Donc, où est le lien de subordination? Là, c'est toujours un peu délicat. Toujours est-il que nous, effectivement, on a un planning, on ne peut pas faire un événement, tu l'imagines, de plusieurs jours sans planning, des événements qui durent 24/24. Là aussi, je précise, je parle des miens, mais parce que je suis bien placé pour en parler, mais ça existe aussi sur d'autres événements. Il y a forcément des missions sur chacun et des leaders, un leader pour les arrivées, un leader pour le PGO, un leader pour la remise des récompenses même. Donc oui, il faut s'adapter aux conditions météo qui sont, dès que tu fais de l'outdoor, c'est très variable. Je pense aux bénévoles de l'UTMB, quand tu as une base de vie à tenir à 2500 mètres d'altitude, tu vas pas en short et en tongs. Donc voilà, c'est vrai que ça, par contre, tu sors de ta zone de confort quand tu es volontaire sur des événements d'outdoor. S'ils sont 24/24 sur plusieurs jours, tu dormiras pas, peut-être pas toujours dans un lit, peut-être que ça sera un duvet, peut-être que ça sera un lit de camp, peut-être que... Voilà, donc tu sors de ta zone de confort, mais je pense que si les gens reviennent, c'est qu'au final, il y a beaucoup plus de choses positives que de négatifs. Mais en tout cas, des défis, il y en a plein. Ouais.
Et du coup, par rapport au cadre, ça rentre en fait être bénévole. Est-ce qu'il y a un cadre législatif et juridique? Comment ça marche? Est-ce que je peux être bénévole genre 365 jours par an? Toi, en tant qu'organisation, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on parle, moi, je pense que l'organisation, elle sert le bénévole. C'est simple de savoir à quelle heure tu commences, à quelle heure tu finis. S'il n'y a pas du tout d'organisation, au-delà d'une hiérarchie, hein, mais juste d'orga, en fait, c'est invivable. Mais comment est-ce que Alors, ça se il y a un présente cadre, il y a concrètement? un cadre législatif et réglementaire justement du bénévolat, hein. Le bénévolat en France est régi par un cadre législatif et réglementaire qui encadre les lois, des droits et les obligations des bénévoles. Donc après, c'est ce que je disais, la frontière entre bénévolat, travail rémunéré, volontariat clairement définie. Moi, je sais que dans mes équipes, il y a des volontaires qui font ça, qui sont à la retraite, voilà, mais qui enchaînent en fait les missions de bénévoles euh, presque toutes les semaines. Mhm. Presque toutes les semaines, qui terminent un événement, qu'on récupère parfois à travers la France parce qu'ils viennent de terminer un événement et qu'on embarque avec nous. Donc oui, il y a des bénévoles qui enchaînent ça. Là, je dirais que ça repose en fait sur certains principes qui sont aucune rémunération, c'est ce que je disais, hein. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait de rémunération, il peut y avoir une prise en charge des frais Mhm. de déplacement, mais par contre, il n'y a pas de rémunération, il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique. Donc là, c'est là où je dis que enfin, les personnes aussi qui ont fait cette loi, est-ce qu'ils ont vraiment été à un moment donné organisateurs d'événements, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Quand tu fais moi je pense à Ironman, je pense à l'UTMB, il y a forcément à un moment donné quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire, de quelle manière tu dois le faire et où tu dois te situer de telle heure à telle heure pour que la mission soit correctement remplie. Donc, où est la limite? Mm. En tout cas, les trois piliers que moi je peux te dire dans ce cadre législatif, c'est aucune rémunération, absence de lien hiérarchique et une liberté d'engagement. C'est-à-dire que le bénévole, à un moment donné, s'il veut partir, ça lui plaît pas, mais il peut te dire, je pars sans préavis, sans, tu vois, Bien voilà. sûr. Voilà. Ouais. Et si tu veux une anecdote, oui, ça nous est arrivé. Où une fois, un bénévole, je pense, fatigué, là aussi, je dirais pas son nom, mais on connaît un peu la cause derrière. Voilà, mais en fait, un jour, on se lève. Enfin, moi, j'étais pas présent, mais les équipes m'ont raconté. Mais c'était proche du Ventoux. Les équipes se réveillent le matin, donc c'était une journée importante. Et puis, la chambre vide. Bon, ok, on regarde sur le parking, le van 6 places, plus là. Mhm. Bon, Je me rappelle, on a été le chercher. On voilà, a été chercher le van à la gare. voilà. Et en fait, Tout à fait. cette personne n'a pas supporté cette accumulation de fatigue et à un moment donné, peut-être qu'elle a pété un plomb, comme on dit, je ne sais quoi, mais en tout cas, elle a pris son van, elle a été à la gare, elle a plié ses petites affaires, elle les a posées dans le coffre de la dotation, et puis elle a pris le train, puis elle est rentrée. Donc, Et c'est son droit. et malheureusement, alors il y a le fond et la forme, hein, c'est toujours pareil, mais le fond, on peut le comprendre, mais la forme, bon, voilà. Et puis après, moi, voilà, j'ai rediscuté avec cette personne, et il s'est trouvé que derrière, elle était malade, gravement malade. Donc, est-ce que c'est une de ces raisons qui font que ça peut perturber aussi le mental, la psychologie de la personne, mais voilà, des anecdotes, on en a plein. Mais en tout cas, dans le cadre législatif, il y a cette liberté d'engagement. Et du coup, donc on parlait des droits des bénévoles. Donc on a le droit, forcément, de partir quand on en a envie, si jamais c'est Oui. pas le principe. C'est mais pas le principe. C'est pour ça qu'on demande toujours, nous, vous êtes disponible sur l'événement, c'est très bien, et de quand à quand, et vous vous situez où pour justement essayer de mettre des personnes Mhm. proches de là où on va passer et non pas leur faire traverser la France. Bien sûr. Et comme autres droits pour les bénévoles, on peut penser à quoi? Alors, la rémunération, l'absence de subordination, j'en ai parlé, de ne pas occuper des fonctions. Voilà. Là aussi, c'est important, c'est qu'un bénévole, tu ne peux pas lui donner un rôle qui, logiquement, devrait être tenu par un professionnel. Là aussi, c'est difficile parfois quand tu as une petite organisation, que tu n'as pas de moyens, que tu peux pas prendre un prestat. Je pense à la photo vidéo, tu vois, logiquement, si derrière tu utilises ces photos, ces vidéos, et que tu les as fait faire par un volontaire, faut faire attention. Je pense à des postes de sécurité également, de prise de décision, de règlement. Tu vois, je pense à des triathlons, un carton rouge, un carton jaune. Oui, arbitre, oui. Être arbitre, voilà. Donc voilà, il y a la durée de l'engagement également. Il faut qu'il y ait toujours, en tout cas, un bénévole ne peut pas être bénévole de manière indéterminée. Voilà, mais sur un événement, généralement, tu as un début, tu as une fin, et donc la mission, on va dire, débute à tel jour et se termine tel jour.
Voilà. Ok. Mais tu peux pas. Nous, on a des bénévoles qui viennent sur plusieurs de nos événements parce que c'est pas très loin de chez eux, mais on n'a pas de bénévoles, par exemple, cette année, qui vont faire les 7 événements sur 7. Voilà. Donc, il y a aussi la durée, la finalité lucrative, c'est ce que je t'en ai parlé. Nous, on a pris le parti de ne pas aller vers une contrepartie financière à la journée, mais je sais que certains vont dans cette direction parce qu'à un moment donné, sinon l'événement n'aurait pas lieu. Donc là, il faut faire attention à la limite. Et puis, il y a cette loi sur les volontaires. Hein. Là, je vais la lire également parce qu'elle est assez complexe, mais le volontariat est une forme d'engagement distincte du bénévolat, car il peut être rémunéré sous certaines conditions. Donc là, après, on passe sur du volontariat. Tu vois, Là aussi, il faut faire la différence entre le bénévolat et le volontariat. Donc, voilà, c'est un cadre particulier. Mais en tout cas, tout ça est bien encadré. Moi, je vous invite dans ce cas-là à vous rapprocher d'associations. Il y a des associations en France de bénévoles. Certains ont même justement des bases de données de bénévoles qui permettent de respecter la dignité du bénévole, de protection en cas d'accident, si c'est important. Hein. Je sais que nous, on se doit, et comme tout autre événement, de déclarer à son assurance le nombre de bénévoles et qui ils sont. C'est-à-dire, nos bénévoles, on doit avoir nom, prénom, date de naissance et permis de conduire. Ok. Ouais. Là aussi, il y a beaucoup d'événements. J'ai une très belle anecdote pour toi sur le permis de conduire. On doit déclarer justement nom, prénom, date de naissance et permis de conduire. Parce que la loi est comme ça. C'est-à-dire que quand tu fais un événement, les départements, les déclarations, les préfectures te demandent cette liste. Et figure-toi, c'est comme ça que j'ai appris que je n'avais plus de permis. Je me rappelle. Voilà. Voilà. Histoire. Et donc, tout ça pour te dire qu'en 8 ans, mais il y a une préfecture, qui, je ne la citerai pas, mais en tout cas, il y a un fonctionnaire dans une préfecture en France, parmi toutes les préfectures qu'on traverse depuis 8 ans, qui a fait son travail jusqu'au bout et qui nous a retourné en nous disant, alors, ok, merci, parfait. Par contre, il y a un volontaire, en tout cas un membre de votre organisation qui... faut sortir en fait. Il pourra pas être sur l'organisation. C'est Manzanini. Et là, Florian, si tu m'écoutes, il m'appelle tout de suite en me disant, mais Arnaud, est-ce que tu es au courant que tu n'as plus de permis? Et je lui dis, mais non. Enfin, tu imagines bien que si je le savais, je ne roulerais plus. Et je me suis renseigné. C'est comme ça que j'ai découvert que j'ai roulé 2 ans et demi sans permis. Alors au moment où on se parle, ça fait 1 an et demi que je n'ai toujours pas mon permis. Mais en tout cas, pour revenir aux bénévoles et pas sur cette anecdote assez frustrante, qui génère en moi beaucoup de colère et qui m'empêche de le repasser tellement je suis en colère. Donc je dois repasser mon code pour retrouver mon permis. Et donc on est obligé de déclarer qui sont les bénévoles pour qu'ils soient correctement assurés. Donc voilà, je pense qu'avec tout ça, les gens ont pris conscience qu'un bénévole, certes, il n'y a pas de rémunération qui est directement liée, mais en coût indirect, un bénévole pour une organisation, en tout cas, moi, toutes celles auxquelles je pense, le coût n'est pas nul. Donc, Voilà. on le rappelle, être bénévole, forcément, ça vous donne des droits, notamment le droit à la dignité, le droit d'être assuré, comme Arnaud vous l'expliquait, le droit aussi de participer à des événements incroyables sur lesquels on va quand même vous rembourser vos frais, on va vous défrayer normalement. Ça, c'est tout ce à quoi vous avez droit si vous participez à des événements. En contrepartie, vous allez avoir des devoirs et vous allez devoir vous engager sur une durée auprès de l'organisation. Maintenant, ceci étant dit, moi, voilà, à chaque fois que j'ai participé à des épreuves, je pense que les bénévoles, c'est le cœur aujourd'hui de nos événements en France. Que si vous avez un peu de temps, que si vous avez un peu d'envie, c'est vraiment génial, même si c'est quelques heures, il y a beaucoup de petites courses. Ouais. Même donner 1 heure de votre temps, ça va permettre de dépanner, de soulager du monde, et Exactement. vous allez rencontrer des gens, vivre des choses dont vous n'aviez pas imaginé, peut-être même découvrir des compétences chez vous sur lesquelles vous n'aviez même pas imaginé non plus. Donc voilà, moi je pense qu'on se rejoint. Si vous êtes dans un club, soutenez votre club. Voilà, si vous êtes dans une association, soutenez-la. N'hésitez pas à suivre les événements près de chez vous. Moi, je pense à une course cycliste notamment qui s'appelle l'Héraultaise, qui est la plus grosse course en Hérault. Et l'année dernière, elle n'a pas pu se tenir faute de bénévoles. Parce qu'il faut des signaleurs sur la route, parce que mettre les coureurs en sécurité, ça demande du monde. Pourtant, ça se tient le week-end. Et voilà, moi, je trouve ça très, très dommage. Donc, même si vous êtes coureur, mais que c'est un week-end où vous n'avez rien, c'est aussi un moyen
d'aider. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine de le faire. Et pour tout le paysage associatif français qui souffre en ce moment, parce qu'il y a de moins en moins de subventions, les clubs souffrent aussi. Donc, n'hésitez pas, soit à vous rapprocher de vos clubs. Il y a aussi une plateforme qui est jeveuxaider.gouv.fr où il y a plein de missions de bénévolat, notamment sur les événements et sur les courses. Vous pouvez vous rapprocher des orgas, des événements que vous aimez bien. En général, les gros événements, forcément, il y a de la dotation, il y a des petits cadeaux, il y a des choses. Il y a aussi des petites courses où il n'y a pas forcément de dotation, mais où, par contre, humainement, vous allez faire quelque chose d'important et vous allez permettre aux gens de réaliser sûrement un rêve pour lequel ils sont entraînés depuis des mois. Et je sais d'expérience, je pense au triathlon du Mont Blanc, pareil l'an dernier. Ma sœur s'est entraînée pendant des mois pour voir le triathlon annulé à 10 jours de la course, faute de bénévoles. Donc voilà, en tant que sportif ou en tant que parent de sportif ou ami de sportif, n'hésitez pas à trouver une mission, même si vous le faites une fois dans l'année. Si tout le monde fait ça une fois dans l'année, je pense que c'est énorme et ça va beaucoup, beaucoup aider les organisations et les clubs. Et pour compléter ce que tu dis, nous on le voit de plus en plus, donc on a de plus en plus de jeunes. Alors c'est quoi un jeune C'est quoi un jeune Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle bénévolat, on a tout de suite l'image des retraités. C'est-à-dire qu'on se dit les bénévoles, ce sont les retraités. Eh bien, faux. C'est faux. Les bénévoles, ce ne sont pas que des retraités. Certes, ce sont des gens qui ont beaucoup plus de temps, mais par contre, tu vas pas leur demander de faire la nuit. Voilà, ouais. Très clairement. Mais par contre, nous, on voit dans nos organisations, et je pense que les grosses organisations également, c'est là aussi que la dotation est aussi importante, c'est que ça attire de plus en plus de jeunes, des étudiants, des jeunes diplômés, qui développent des compétences justement à travers ou qui mettent à disposition de l'organisation leurs compétences, que ce soit IT, digital, même sur les secours, ça peut être important. Et puis on voit aussi beaucoup, en tout cas pour nous, comme ce sont des événements qui durent plusieurs jours. Et là j'ai une pensée pour Erika qui nous a accompagnés cette année parce qu'elle vit à Turin, ouais. Et son mari a fait la course. Eh bien elle nous a donné 10 jours de son temps. Elle voyait son époux parfois sur les différentes bases de vie, et en fait elle était totalement flexible. Ouais. Moi elle me disait le matin, tu veux que je sois où ce soir? Si je lui disais là on est à Toulouse et je veux que ce soir tu sois à Albertville, elle prenait sa voiture, elle y allait quoi. Et donc on voit beaucoup également, donc si vous êtes l'époux ou l'épouse d'un participant, c'est une super manière de vivre ensemble et de voir aussi la face cachée, tout ce qu'on ne voit pas derrière un événement. Donc voilà, si vous êtes étudiante, si vous êtes l'époux, l'épouse, le père, la mère d'un participant, l'arrière-grand-mère ou l'arrière-grand-père, ou le copain, l'ami, franchement, renseignez-vous, rapprochez-vous de l'organisation et vous allez passer, en tout cas, vous allez passer un moment probablement inattendu. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'on a tout dit sur... j'ai beaucoup parlé sur cet épisode. Je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes bénévole, si vous avez des histoires marrantes en tant que bénévole, ou à l'inverse, si vous êtes un club, une orga et que vous cherchez des bénévoles, pareil, n'hésitez pas à nous mettre un petit message et puis on pourra le relayer sur l'Insta ou une du astuce. podcast. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres? Voilà, qu'est-ce que vous faites en tant qu'organisation pour les bénévoles et qui marche bien? On a tous une petite astuce de par nos différentes expériences. Ou si vous êtes bénévole, qu'est-ce que vous aimeriez? Peut-être qu'aujourd'hui, les organes ne vous proposent pas. Un grand merci Camille de m'avoir accompagné sur cet épisode des bénévoles où il y a tellement de choses à dire et on a failli chialer tous les deux, même en parlant des bénévoles. En tout cas, on a une grande pensée pour tous les bénévoles de France, d'Europe, du monde entier qui aident à l'accomplissement de l'organisation, mais aussi du projet sportif. Des personnes qui, comme tu l'as dit, comme ta sœur a mis longtemps, se sont entraînées, préparées, fait des sacrifices. Et pour pas voir tout cela ruiné parce qu'il manquait 1-2 bénévoles, mais les préfectures sont intransigeantes sur ça, il faut les comprendre, c'est une question de sécurité. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. À très bientôt, merci Camille. Merci Arnaud.